Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser, débriefer un combat aérien qui a eu lieu fin novembre 1992 au Venezuela entre un F-16 et un OV-10 Bronco. Dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu la situation politique du pays qui a amené à ce combat aérien pour le moins assez unique dans l'histoire de l'aviation. Ensuite, nous allons analyser qu'est-ce qu'un OV-10 Bronco, qu'est-ce qu'un F-16, quelle était la difficulté de ce combat aérien et je vous délivrerai mes two cents sur le combat entre un avion de chasse rapide et un slow mover comme on dit, un avion qui se déplace ou un aéronef qui se déplace à basse vitesse et ce n'est pas forcément aussi simple que ce que l'on peut croire. Mais juste avant, eh bien, si vous aimez la simulation de vol, si vous aimez le combat, ou si vous voulez plus en savoir sur comment fonctionne le combat dans la troisième dimension, eh bien, notre partenaire aujourd'hui, c'est War Thunder, qui est sûrement le jeu de combat le plus complet, le plus abouti que l'on puisse trouver à l'heure actuelle. Vous avez plus de 2000 matériels militaires, ça va du char à l'aéronef, à l'hélico, au bateau, qui puisse être utilisé en PVP, en player versus player. Chaque unité, chaque type de matériel est extrêmement détaillé avec ses propres performances et que vous jouiez sur PC, sur Xbox ou sur PS5, c'est extrêmement bien rendu. Ce qui est sympa, c'est la qualité en 4K avec le son qui est extrêmement immersif, mais également, eh bien, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est que les dégâts sont très bien pris en compte en fonction de là où l'impact a lieu. Le dégât sera personnalisé et vous avez une carte très détaillée des impacts que vous avez eu. Moi je vous conseille de le tester par vous-même. Vous avez un gros pack bonus avec le lien, vous aurez un compte premium, vous aurez accès à du matériel, des aéronefs premium ainsi que des boosters. Ça vous permettra de vous faire une bonne idée de ce qu'est ce simulateur qui vous permet de mieux maîtriser la troisième dimension, le matériel militaire et également un petit peu quand même des tactiques militaires. Roger, ball. « 1992 est une année qui a marqué l'histoire du Venezuela. Carlos Andrés Pérez, le président, va faire face à deux tentatives de coup d'État. La première, c'est le 4F, le 4 février, plutôt à l'initiative de l'armée de terre et d'un certain Hugo Chavez, qui se retrouvera emprisonné pendant 2 ans, plus tard gracié, libéré et qui finira même par prendre la présidence en 1998. Ce premier coup d'État est un échec. Le deuxième coup d'État est plutôt réalisé par l'armée de l'air et des pilotes de Bronco, Tucano, Mirage, mais aucun pilote du fleuron de l'armée de l'air vénézuélienne, le F-16. Ils avaient 18 monoplaces, 6 biplaces, très peu d'officiers qui appartenaient à ces unités ont participé et c'est notamment ce qui explique que les 2 F-16 qui étaient prévus pour l'alerte, pour ce que l'on appelle en France la PPS, la posture permanente de sécurité, ont pu décoller et se sont retrouvés à 2 à faire face au reste de l'armée qui était désormais aux mains des putschistes, aux mains des rebelles. Il est à noter que ces décollages n'ont pas été sans encombre, notamment à cause de l'attaque des Mirages sur la base de Barquisimeto où 11 bombes ont été tirées, les baraques des officiers ont été soufflées et ça n'a donc pas été un long fleuve tranquille que de se mettre en l'air, d'aller récupérer de l'armement et ensuite de se retrouver face à leurs collègues, à leurs camarades. Un des pilotes à bord de ce F-16, eh bien, c'est le lieutenant Guillermo Baltren Vielna. Lui, il fait partie de la promotion 86 et à ce moment-là, il n'est pas du tout putschiste et ne comprend pas ses camarades. Il essaye de leur parler à la radio, il y a pas mal d'échanges. Néanmoins, d'après ses dires, d'après une interview qu'il a donnée, eh bien, certains des pilotes de Bronco avaient pour consigne de la part de leur chef à la radio d'ouvrir le feu sur des civils. Et c'est ce qui a vraiment décidé ce jeune lieutenant eh bien, d'accepter l'inacceptable, devoir ouvrir le feu contre un avion piloté par des collègues. Il se retrouve donc à se battre en combat aérien à basse altitude contre un Bronco, mais toute la difficulté est qu'en dessous, c'est de la population alliée, ce sont des amis, c'est son pays, et il est hors de question pour lui de tuer des gens au sol du fait de sa mise en œuvre d'armement. Alors regardons un petit peu ce qu'est le Bronco. Le Bronco, c'est un cheval
Indompté. C'est fabriqué par North American Rockwell, ça date des années 60. L'objectif, c'est de faire un avion de contre-insurrection ou de airborne FAC. Un FAC, c'est un Forward Air Controller, c'est un contrôleur aérien avancé. Et un airborne, eh bien, c'est qu'il est en l'air. Son objectif, un petit peu comme lors de la lutte des feux de forêt, eh bien, ça va être de guider le feu d'avions de chasse ou d'avions de bombardement contre des troupes au sol. Le fait d'être en l'air vous permet d'être mobile, de mieux voir des fois également dans la forêt ou autre, et de mieux guider le feu d'avions plus rapides, moins manœuvrants. Donc ce sont des avions qui se doivent d'être extrêmement manœuvrants, mais qui peuvent également embarquer de l'armement. Typiquement, l'OV-10 Bronco, eh bien, il peut prendre 1,5 tonnes d'armement. Ils ont été fabriqués entre 1965 et 1995. 360 ont été fabriqués et ça venait remplacer les Cessna O1 Bird Dog ou les O2 Skymaster que vous avez peut-être vu dans des films sur le Vietnam. Le cahier des charges de cet avion, eh bien, ça devait pouvoir prendre 6 parachutistes, du facteur de charge entre plus 8 et moins 3G, donc beaucoup de facteurs de charge, être apte à décoller depuis un porte-avions ou sur une piste sommaire très courte de 240 mètres, ce qu'on appelle un short take-off and landing, un STOL. Il devait également pouvoir emprunter de l'armement avec de la 7,62 et 200 munitions ou en pod externe du canon de 20 mm ou même du missile RR courte portée infrarouge de l'AIM-9 Sidewinder. Au final, la plupart du cahier des charges a été réalisé et vous avez donc un avion qui fait 3 tonnes 100 à vide, 6 tonnes 5 à la masse maximum. Le pilote a un siège éjectable, mais la problématique quand même de cet avion, c'était qu'il n'était pas assez motorisé et vous avez eu pas mal de CFIT, Control Flight into Terrain, des vols contrôlés dans le terrain, des collisions avec le sol au Vietnam, notamment face à du relief. Je vous rappelle que généralement, et malheureusement pour les pilotes, la montagne a tendance à s'élever plus rapidement que l'avion. Avec ses moteurs de 2 fois 1000 chevaux à peu près, il pouvait monter au niveau 180, il n'était pas pressurisé et pour la petite histoire, aucun pilote ayant tenté un amérissage avec cet avion n'a survécu. 4 ont été perdus par les Vénézuéliens et notamment 2 à cause de tirs de la part des F-16, le reste notamment à cause de défense solaire. Le F-16 de son côté est un avion dont nous avons déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Il y en a plus de 4604 qui ont été fabriqués, d'ailleurs certains sont encore fabriqués. Vous êtes sur une technologie qui date des années 70 pour les premières versions et qui n'a pas arrêté d'être modernisée. Vous êtes sur une masse à vide de l'ordre de 8 tonnes 5, une masse maximum au décollage à peu près 19 tonnes. 7 tonnes d'emport, c'est considéré comme un petit chasseur mais extrêmement manœuvrant et avec une visibilité absolument extraordinaire. Alors si l'on compare un petit peu les capacités d'un OV-10 et celles du F-16, eh bien ça va être intéressant. Dans un premier temps, le F-16, il est plus rapide. Il a un rapport poids poussé qui est meilleur. Il a un taux de montée qui est sans commune mesure avec celui de l'OV-10 et il a une très forte capacité à pouvoir se battre à haute altitude et à moyenne altitude, à être difficile d'ailleurs à engager. Il va avoir un canon qui est très précis et par contre des limites en termes de pétrole. À basse vitesse, il va être difficile à contrôler et surtout, il va consommer énormément de pétrole. Le OV-10, de son côté, va avoir des rayons de virage extrêmement courts, une extrême agilité, une capacité à renverser son virage très rapidement et à gêner ainsi la prise de tir pour le F-16. Il va être très apte à manœuvrer à très basse altitude et du fait de ses vitesses réduites et de sa haute manœuvrabilité, va pouvoir à la limite slalomer entre les bâtiments. Par contre, il n'a aucune capacité dans les versions qui étaient en l'air pendant ce putsch, à se battre contre le F-16. Peut-être un petit peu de canon, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, ce qui est sûr, aucun missile RR et beaucoup d'autonomie en pétrole. Il a une capacité à voler pendant plusieurs heures. Donc d'un côté, le F-16 a la vitesse, a la puissance, a de l'armement, mais il ne peut pas vraiment l'utiliser comme il voudrait du fait de la présence de personnes au sol. Et d'un autre côté, eh bien, les F-16, dans ce cas-là, n'étaient pas équipés de missiles. Il fallait donc y aller au canon. D'un point de vue purement tactique, si vous êtes le pilote de F-16, dans votre tête, vous vous dites « il ne faut pas que je perde le contrôle, il ne faut pas que je me prenne un arbre, il ne faut pas que je me retrouve avec l'OV-10 derrière, donc il faut que je garde de l'énergie, que je fasse des passages avec de l'énergie, que je m'éloigne et ensuite que je revienne en permanence sans perdre le visuel. » L'OV-10 de son côté se dit « il faut que je fatigue le F-16, il faut que je le pousse à l'erreur » ou alors que vraiment sur un malentendu, j'arrive à avoir un petit tir d'opportunité, un petit peu comme ce que les Zéros essayent de faire au F-14 dans le film Nimitz Retour à l'enfer.
Dernier point qui devait être présent dans le cerveau du pilote du F-16 à ce moment-là, ce sont des tirs venant du sol. Il y a une insurrection en cours, peut-être qu'au sol il y a des systèmes solaires, peut-être qu'il y a même de l'armement lourd au sol qui pourrait être mis en œuvre contre lui. Donc vous voulez faire extrêmement attention à ça et limiter votre temps de vulnérabilité à basse altitude. Regardons un petit peu les images. Donc voici les images que nous avons de cette journée du 27 novembre 92. Vous voyez un Bronco qui tourne. Vous avez également le F-16 qui garde pas mal de vitesse à basse altitude et quelques hélicoptères en plus qui faisaient partie apparemment du coup d'état. Là, vous voyez clairement le F-16 qui n'a sous les ailes pas de missile. Il se retrouve donc avec le canon à faire face au Bronco. Le Bronco est assez haut, ne me demandez pas pourquoi il a le train sorti à ce moment-là, d'ailleurs il semblerait qu'il rentre le train. Et là vous voyez le F-16 à basse altitude qui garde sa vitesse. Il a besoin de garder sa vitesse le F-16 pour rester manœuvrant et ne pas se faire avoir sur un coup simple. Vous voyez donc le F-16 qui tourne à haute altitude, il est au moins à 300 nœuds dans ce cas-là. De manière générale, un chasseur n'aime pas descendre en dessous de 300-350 nœuds à basse altitude. Dans ces images, on voit clairement passer le chasseur avec les aérofreins sortis pour sa passe de tir. Nous allons revenir un petit peu sur les images. Donc ici, hop là, vous avez l'avion en lice et là, à l'arrière, vous avez les aérofreins. Pourquoi sortir les aérofreins pour une passe canon comme ça? Eh bien, ça vous permet d'être plus motorisé, d'avoir plus de pourcentage au niveau du réacteur, tout en n'accélérant pas forcément autant. Pourquoi? Le fait d'avoir de la poussée sur ce genre d'avion à basse vitesse, ça vous donne de la stabilité, ça vous permet de mieux contrôler l'avion en fait. Vous êtes un peu assis sur le moteur. Donc le fait d'avoir un réacteur plus sollicité vous permet d'avoir un réacteur plus réactif et de mieux manœuvrer votre avion, de plus faire face à ce qui peut se passer, d'être plus agile si vous voulez. Donc le fait de sortir les aérofreins vous lui permet de profiter de la meilleure réponse de son réacteur, sans pour autant avoir trop de vitesse qui induirait face à un avion qui se balade à basse altitude et très lentement, beaucoup de vitesse de rapprochement qui vous force à aller beaucoup plus vite dans l'acquisition, le tir et dans la précision, et également dans l'évitement de l'avion une fois qu'il est abattu. Et donc, ça vous permet de profiter d'une meilleure réaction du moteur sans pour autant avoir trop de vitesse. Donc les aérofreins sont sortis. Il fait une passe de tir qui ressemble vraiment à une passe de tir école, c'est-à-dire que vous avez le V10 qui va dans cette direction, il arrive comme ça, il peut mettre ce qu'on appelle un peu d'anticipation, de lead poursuite, il vient mettre son nez un petit peu devant, il ajuste son tir, petite rafale, et dans la foulée, il dégage. Une fois que le V10 est touché, ça va très très vite. Apparemment, le pilote se serait éjecté et aurait été fait prisonnier après. Alors, que retenir de cette journée absolument incroyable du 27 novembre 92 à Venezuela? Différentes choses. La première, si vous faites un coup d'État, c'est peut-être une bonne chose de s'assurer que le meilleur matériel de votre armée soit sous votre contrôle. Là, clairement, si vous regardez un petit peu toutes les études qui ont eu lieu dessus, ça a été le gros talon d'Achille, entre autres, de cette tentative de coup d'État. Le deuxième point, et là, c'est assez intéressant, c'est de suivre un petit peu la carrière de ce pilote. Vous pourriez vous dire, ce pilote est un héros, tout s'est bien passé pour lui, il a eu une magnifique carrière derrière. Il a d'ailleurs été officier d'échange aux États-Unis, à Méridian. Sauf que quand le président Chavez est arrivé au pouvoir, forcément, il n'a pas été dans les bonnes grâces, et une chose ou une autre, sa carrière s'est un petit peu terminée, pas comme il l'aurait voulu pour des raisons politiques. Toujours est-il, d'un point de vue purement aéronautique, un avion rapide contre un avion lent, vous n'avez d'autre choix que de jouer la difficulté d'accrochage, le slalomage ou l'autonomie supérieure. On le voit bien d'ailleurs dans le film Barry Seal avec Tom Cruise, où des avions de passeurs de drogue multimoteurs à piston qui ne consomment pas beaucoup sont interceptés par un jet américain, et ce jet, du fait de sa consommation plus forte, va devoir rentrer à la base avant ces petits avions. Donc un petit avion à piston a généralement beaucoup plus d'autonomie qu'un chasseur ou qu'un avion à réaction, et c'est malheureusement, j'ai envie de dire, une des seules portes de sortie qui soit possible dans un cas comme ça. Dans tous les cas, pour le chasseur, le monde n'est pas super merveilleux ni facile non plus. Il va falloir faire très attention à la vitesse de rapprochement, faire très attention à tous les obstacles, et ne pas oublier que pour des raisons d'entraînement, nous n'avons pas tendance à nous entraîner si près du sol. Donc la vitesse de déplacement des choses, tout va paraître différent.
Notre entraînement va bien sûr nous servir, mais nous ne serons pas exactement dans les cadres d'entraînement. Et tout ce qui peut être fait pour nous ramener dans un cadre d'entraînement classique va nous aider. Et l'on voit exactement sa trajectoire de tir par rapport à l'OV10. C'est exactement ce que l'on nous apprend en campagne de tir RR. À noter que le pilote rentrait 2 mois auparavant de l'exercice Red Flag à Nellis avec les Américains. J'espère que ce format de débriefing de combat aérien vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des combats aériens en particulier en tête que vous aimeriez voir débriefer. Et je vous dis à la prochaine fois sur la chaîne. Et d'ici là, fly safe. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur War Thunder pour tester un petit peu par vous-même certaines tactiques de combat et vous rendre compte de toute la difficulté d'un engagement dans la 3e dimension.